Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec Kevin pour parler de la semaine 9 de College Football, une semaine très importante avant la publication du premier classement du comité des playoffs de la saison. Salut Kevin. Salut, salut. Une semaine qui a été pour le coup facile pour nous deux, où il n'y a pas eu beaucoup de stress, j'ai l'impression, parce que déjà Oregon a mis un blowout à Utah. Je pense qu'on s'y attendait pas tellement, ça a dû être une bonne surprise pour toi. Et parce que nous, on a aussi blowout Pitt sur le score, je crois, de 58 à 7. Bref, nous commençons l'épisode avec la Big 12. Je pense que c'est la première fois de la saison que l'on parle de la Big 12 en début d'émission, ou alors peut-être pour le Red River Showdown d'il y a 2 ou 3 semaines. Alors cette fois-ci, c'était pas Texas, ça concernait plutôt les Sooners qui ont perdu face à Kansas sur le score de 38-33. Pour ma part, je trouve que ça a été un super match. Alors, est-ce que tu vois d'abord des choses à dire sur ce match avant de partir sur ses conséquences et euh, notamment en ce qui concerne le classement du comité pour les Sooners. Effectivement, outre le classement qui favorise Oregon, hein, donc on va pas se mentir, j'étais content de les voir paumés. Non, sur ce match, j'ai bien aimé ce qu'a proposé Kansas. Kansas qui est toujours privé de Daniels, son quarterback, et donc il joue avec Jason Bean. Euh, bon match dans l'ensemble, même si statistiquement il est pas ouf, il met pas de TD, pas de TD à la passe, il est à moins de 50%, il prend 2 interceptions, mais encore une fois, on lui demande c'est plus d'être un game manager et aussi, on sait que c'est aussi un très bon coureur. Il met un magnifique TD aussi, parce que je crois que c'est un athlète, si je dis pas de bêtises, c'est un sprinter, Bean. Ouais, Et le TD qu'il met à la course sur la droite, on voit vraiment toutes ses qualités de sprinter. Dylan Gabriel beaucoup plus efficace. Effectivement, moi j'ai bien aimé le match. Ces deux équipes qui se sont rendues vraiment coup pour coup sur tout le match. Il y avait quoi? Il y avait 21-17 à la mi-temps à pour la mi-temps, ouais. Oklahoma. Ça finit donc à 38-33 pour Kansas. Même la fin de match, hein, il y a du rebondissement. Si j'ai pas de bêtises, Oklahoma, ils marquent avec 5 minutes restantes, mais ils C'est convertissent pas ça. à 2 points, donc ils mènent 33-32. Et Kansas drive. d'ailleurs, les Ouais, conversions à 2 points, c'est quelque chose qu'on a vu pas mal de fois sur ce match. Et j'ai même l'impression que tous les touchdowns de Kansas ont été suivis d'une conversion à 2 points. Bon, ils les ont plus souvent ratés que réussis. Bah, sur les 3 derniers touchdowns, dont les deux du quatrième quart-temps, les deux tentatives ont échoué. Mais ça montre aussi l'agressivité de ce coach, Lance Leopold. Et on avait, tu t'en souviens, on a eu d'autres débats, on disait qu'on avait un petit peu du mal avec le conservatisme de certains coachs, notamment pour Colorado State, Colorado, où on disait, mais ouais, ouais. pourquoi vous allez chercher le coup de pied et non pas la conversion à 2 points? Enfin, c'est une opportunité de gagner. Alors certes, soit tu perds, soit tu gagnes. Et là, je trouve que voilà, Lance Leopold, même si c'est pas passé à chaque fois, a choisi d'être agressif et c'est certainement ce qui a payé pour les Jayhawks. Alors pour le coup, moi je suis d'accord avec ce statement, mais sur la fin de match ou sur une prolongation. Ce qui veut dire que si tu marques sur l'un des derniers jeux du match, on en parlera peut-être après, mais ce qu'a essayé de faire Cal contre USC, je comprends. La tenter à 2 points sur le premier TD du match, par exemple, les analytics disent que c'est beaucoup plus avantageux. Tu mets une 8-0, c'est-à-dire que tu mets l'équipe adverse sur le reculoir ou dans l'obligation de convertir à 2 points au moins une fois dans le match. Je comprends. Mais si jamais tu es mené de, je sais pas, de 15 points et que tu marques sur le premier drive de la deuxième mi-temps, ça sert à rien de scorer tout de suite à 2 points parce qu'en fait, tu te remets dans la merde tout de suite. Et en fait, moi, c'est souvent, tu vois ça dans les matchs, c'est que bah, quand tu manques le premier, tu es obligé de tenter sur la deuxième fois, tu es obligé de tenter sur le troisième. Et en fait, ça te met en difficulté sur tous les TD que tu marques après, surtout quand tu sais que tu vas en avoir. Donc voilà, effectivement, je suis pas contre le fait de le faire, mais à certains moments, on va dire. Avec En fait, parcimonie. ouais, voilà, ça s'est pas mal échangé les possessions sur la fin de match. Kansas qui menait d'1 point, qui se fait intercepter à 2:30 de la fin du match, mais en fait, Oklahoma incapable de prendre un first down. Et en plus, Kansas a utilisé ce 3 temps mort, donc Oklahoma n'avait brûlé qu'une quinzaine de secondes, je crois. Et ensuite, Kansas arrive à remonter 80 yards en à peine une minute, qui les a laissés marquer. Il restait un tout petit peu moins d'une minute, je crois qu'il reste 50 secondes au chrono quand Kansas marque. Tu vois tous les DB qui laissent passer le running, qui sont droits comme des i, qui le regardent marquer. Et c'était pour conserver 45 secondes.
La transfo à 2 points, justement, on en parlait, ne passe pas. Alors là, c'est legit, tu mènes de 5 points en fin de match, que tu gagnes enfin, là, une différence entre 6 et 7. Donc là, je me dis, bon, tu la joues à 2 points pour passer à plus 7, je veux bien. Mais donc, du coup, ça passe pas, donc ils mènent de 5 points. Et Oklahoma, drive, finit sur les 23 yards, mais n'arrive pas à compléter un mini El Meri pour la gagne. Un beau match de Big 12. Beau match de Big 12. J'ai bien aimé. On va y venir effectivement. D'énormes conséquences pour le classement, pour le top 25 et même potentiellement pour les playoffs. Parce qu'il n'y a plus aucune équipe de Big 12 invaincue, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Donc, parce qu'avec les victoires d'Oklahoma State contre Cincinnati, de Kansas State face à Houston et d'Iowa State face à Baylor et ainsi celle de Texas face à BYU, Oklahoma, Texas, Oklahoma State, Kansas State et Iowa State se partagent tous la première place en Big 12. et clairement, la Big 12 n'est plus ce qu'elle était. Et on sait qu'il y aura une place potentiellement réservée pour bon, ça on y viendra après, mais il y aura potentiellement une place réservée pour la Big Ten, pour la SEC. Vu les circonstances actuelles, forcément une place réservée pour le vainqueur de Pac-12 si jamais il n'y a qu'une défaite. Donc en fait, ça va jouer entre la SEC et la Big 12, sauf que la SEC, il y a Florida State, et Florida State, ils ont pas l'air partis pour perdre le moindre match. Donc après, ça reste du college football. Là, on le voit, hein, il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui s'attendait à ce que Kansas réalise l'upset. Il y a des upsets toutes les semaines, Et même parmi puis, les gros, même parmi les équipes top 8. Donc on ne sait jamais. et la Rivalry Week arrive et on sait à quel point elle fait du mal dans la course au playoff. Je suis plutôt d'accord avec Mm. ce postulat. Je pense qu'il y aura deux places pour la Big Ten et après ça jouera entre ACC, Big 12 ou Pac-12, avec certainement une place pour la Pac-12 à condition que ça se cannibalise pas. La Big 12, il faut absolument que voilà, Oklahoma et Texas arrivent en finale de conférence et que l'un des deux remporte son match pour pouvoir y espérer. Et l'ACC, bah, c'est si Florida State gagne tous ces matchs jusqu'à la fin, ils seront en playoff. Je reviens juste sur ce match et on continuera de parler de la Big 12, Kevin. C'est la fin d'une série de 18 défaites consécutives contre Oklahoma pour Kansas. Donc ça, en fait, c'est la première victoire des Jayhawks depuis 1997, ce qui commence à remonter quand même. Et il me semble que c'était la pire série de défaites face à un adversaire du Power 5 de tout le Power 5. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est à mettre au crédit de Lance Leopold, hein, qui, je rappelle, a repris le programme qui, dans un état délabré, pour pas dire catastrophique, après les Charlie Weiss, Les Miles, etc. C'est leur première victoire à domicile depuis 40 ans face à une équipe du top 10. Ça aussi, c'est quelque chose à noter. Et c'est leur première victoire face à un membre du top 10 depuis 2007. Et en 2007, c'était lors de l'Orange Bowl, vous savez, après qu'ils aient fait leur magnifique saison contre Virginia Tech. Et le MVP de ce match, est-ce que tu as une idée de qui avait été le MVP de ce match, Kevin? En Je sais quelle pas si année? tu as des anciens joueurs. Bah, Akib Talib, le cornerback qui Oh, ensuite Akib Talib, le corner de. hmm, qui a fait une belle L'ancien carrière en corner des NFL. Broncos, ouais. Monsieur avec sa chaîne qui se fait arracher, ouais. Et ouais, c'était une très belle équipe Kansas à cette époque. Il y avait l'excellent quarterback Todd Rising. Là aussi, voilà, je vous donne une piste. Allez un petit peu voir sur YouTube la saison de Kansas. Ça fait partie des très belles équipes de ces 20 dernières années. Euh, Kansas rentre dans les people grâce à cette victoire à la 22e position. On parlait de la Big 12 et des autres rencontres qui ont eu lieu, à commencer par le déplacement de Cincinnati à Oklahoma State. Alors Oklahoma State a gagné facilement 45-13. Ça suit ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, hein. Oklahoma State est vraiment revenu après un début de saison très très compliqué dans la course à la finale de conf. En fait, j'ai envie de dire ce qui lui revient de droit maintenant depuis 18 ans, depuis que Mike Gundy est là. D'ailleurs, ça sera Oklahoma State devient bowl eligible pour la 18e année consécutive. Donc, autre chose à mettre au crédit de Mike Gundy qui a été beaucoup critiqué lors des deux premières défaites. Évidemment, si je te parle d'Oklahoma State, je te parle encore de Ollie Gordon, le running back qui nous a encore sorti une performance à plus de 100 yards, et je dirais même plus, qui nous a encore sorti une performance à plus de 200 yards, 271 yards et 2 touchdowns à 11 yards par portée. Voilà, encore une performance énorme.
Et sinon, c'est la victoire de Kansas State face à Houston 41-0. Première défaite depuis 20 ans pour Houston, en première défaite sans inscrire de points. Et voilà aussi Kansas State, ça avait été un petit peu compliqué le début de saison. Je sais pas, enfin tu te rappelles, ils avaient perdu face à Missouri à Columbia, bien que Missouri soit une belle équipe. Après, ils avaient perdu face à Oklahoma State. Là, ils sont sur une série de 3 victoires consécutives. Et ils semblent avoir trouvé la bonne formule avec à jouer avec 2 quarterbacks. Avery Johnson, le true freshman, et Will Howard. Bon, je vous spoil tout de suite, il y en aura un sur le portail des transferts après cet hiver, après la fin de la saison, hein, parce qu'avoir 2 quarterbacks, c'est ne pas en avoir au final, comme le dit le célèbre dicton du college football. Et Oklahoma State est aux portes du top 25 comme Kansas State. C'est d'ailleurs, je crois, la 26e équipe ayant reçu le plus de votes. Donc voilà, ils sont juste aux portes. Il suffit d'une victoire la semaine prochaine pour rentrer dans le classement. Ça tombe bien parce que la semaine prochaine, Oklahoma State accueille Oklahoma pour la rivalité Bedlam. Là aussi, ça sera un grand moment de college football. Le match aura lieu, je crois, à 21h30. D'habitude, c'est dans la nuit. Ouais, moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand ce match a lieu durant la nuit. Kansas State se déplace à Texas et Kansas va à Iowa State. On aura donc une équipe. On en saura un petit peu plus sur le numéro 1 de la Big 12. Ça devient une habitude. On passe à la Pac-12. La Pac-12 qui, chaque semaine, nous donne de très beaux matchs et nous donne en fait des idées de débat sur les enjeux, sur les conséquences de ces défaites. Parce que il se trouve que voilà, c'est la conférence la plus relevée, la plus homogène du pays. Et on a l'impression qu'à chaque victoire, chaque défaite de l'un de ses membres, bah, cela induit voilà, une nouvelle conséquence dans le cadre de multiples débats, hein, que ce soit pour les playoffs, que ce soit pour un bowl du Nouvel An, que ce soit pour la finale de conférence, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a plus, la finale n'oppose plus le vainqueur de la Pac-12 South et de la Pac-12 North. On commence avec le Oregon-Utah, Kevin. Victoire facile d'Oregon 35-6, vous étiez classé 8e et Utah était 13e. Ouais, ouais, c'était un match que, alors, si vous avez regardé le 1-2-6, j'avais annoncé un score. Oregon, je disais que je voyais Oregon proche du blowout et je me demande s'il avait même pas annoncé un blowout dans ma prédiction. Mais j'avais annoncé 35 points pour Oregon. Le score final, c'est 35-6, donc je m'attendais pas à ce que Oregon soit aussi dominateur que ça en défense. Mais ça a été un massacre. Cal Winningham, donc le coach de Utah en presse, en conférence de presse après le match, il a dit c'est la première fois de ma carrière où on se fait poutrer comme ça. Enfin, je paraphrase. Il a dit c'est la première fois où on se fait poutrer comme ça, surtout à domicile. Il a dit que ce soit physiquement, tactiquement, on s'est fait outcoach. Il y avait tout du côté d'Oregon. Donc c'était. Après, certes, Utah, ils ont une infirmerie longue comme un jour sans pain. Mais bon, c'est Utah, malgré le monde à l'infirmerie, ils arrivaient à gagner des matchs. C'est aussi pour ça que Oregon n'était pas si favori que ça. Utah, c'était invaincu à domicile depuis 2018 quand il y avait des supporters dans les tribunes. Sinon, même en comptant l'année Covid, ça faisait 18 matchs d'affilée à domicile qui gagnaient. Donc ça reste quand même une très bonne équipe qui est très bien coachée par le coach Willingham, il faut le dire. Mais Oregon, on sent vraiment que le match contre Washington, c'est ce qu'on a dit, c'est que ils perdent contre Washington parce qu'il y a une quatrième tentative qui est pas convertie ou un field goal qui est raté parce que sinon ils battent Washington. Mais sinon, c'est visuellement, là aussi, il y viendra après en parlant du UW, mais visuellement, Oregon, c'est la meilleure équipe de sa conférence. Bonix, Bah, justement, c'est le débat dont on parlera tout à l'heure avec Kevin, dont on débattra, c'est de savoir si le comité mettra en avant la meilleure équipe entre Oregon et Washington. Moi, je pense que c'est Oregon. Ou alors, est-ce qu'ils donneront la primauté à la confrontation entre les deux équipes? Voilà, ce sera l'objet du débat tout à l'heure. ouais, on y viendra après, j'ai un peu ma petite idée là-dessus. Mais Bonix, voilà, on sait que c'est le quarterback le plus précis du pays. Il est un peu devant JJ McCarthy encore, je crois. Il tourne à plus de 78% sur la saison. Là, il est encore à 24 sur 31. En fait, si on regarde les stats, on se dit, bah, ouais, 24 sur 31, 248 yards, 2 TD, pas d'interception. Ouais, c'est banal. Ouais, c'est pas des 450 yards que met Jalen Daniels. C'est pas 5 TD ou quoi, mais déjà, faut se dire qu'il en met un troisième à la course.
sur le premier touchdown du match. Faut se dire aussi qu'à un moment, il joue une triple option en goal line, pareil, où en fait, il fait une passe sur l'extérieur, mais la passe est en arrière, donc c'est compté comme une course pour le receveur qui transfère d'Oklahoma, Treshaun Holden. En fait, il a une gestion de cette attaque et franchement, s'il y a 5 ans, quand Bonix a battu Oregon sur la Week 1, quand il était avec Auburn, vous m'auriez dit que ce Bonix-là serait un Heisman contender, je vous aurais jamais cru, mais il joue à un niveau de jeu qui est impressionnant, même contre la défense de Utah, qui a été éteinte, on va dire, par l'offense d'Oregon, parce que Utah finit avec un tackle for loss dans le match. Point barre. Pour une offense qui en compte, alors si j'ai bien écouté, je crois qu'ils sont à 8 de moyenne par match, 7 ou 8 de moyenne par match. Ils font pas le moindre sac. Ellis, le, le meilleur pass rusher de la Pac-12, qui est un des top 3 pass rushers du pays, qui a fini avec 0 stat dans le match. Pas le moindre plaquage, pas le moindre QB hit ou quoi. La seule lueur d'espoir qu'ils ont eu, c'était Devon Vele, leur receveur, numéro 17, je crois, qui nous a fait un peu de mal en première mi-temps. Mais sinon, les Oregon, ils ont une capacité à s'ajuster à la mi-temps pendant le match, qui est assez impressionnante. Si vous regardez les stats d'Oregon, entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est incroyable. Genre, Oregon prend les 6 points en première mi-temps. Voilà. Deuxième mi-temps, Vele, ils l'ont plus ou moins double team. Le run game est pas passé du tout. Il y avait juste rien à faire. Oregon a été ultra dominateur. Et il sera donc 35-6 score final, 7-1 en conférence, 7-1 au total, 4-1 en conférence. Seule défaite contre UW. Et vu comme c'est parti, il y a de fortes chances que ce soit qu'on assiste au rematch en Pac-12 Championship Game. UW Washington, pour les non-fans Oui, pardon. d'Oregon, a battu Stanford dans la difficulté 42-33. Alors là, c'est la deuxième semaine d'affilée que Washington joue avec le feu, hein. Je rappelle que contre Arizona State, ils avaient gagné seulement de 8 petits points. Face à Oregon, ils gagnent de 3 points. Et face à Arizona, ils avaient gagné de 7 petits points. Ça fait en Avec moyenne, voilà, 27-14 seulement contre Arizona. Ouais. ça fait des écarts de 7 points en moyenne, alors que les 4 premiers matchs de la saison face à Boise State, Tulsa, Michigan State et California, voilà, étaient à chaque fois des victoires à plus de 30 points. Euh, Washington traverse une passe compliquée, mais continue de gagner. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, parce que comme je le dis tout le temps, et ça devient peut-être un peu chiant d'ailleurs à force de le répéter, mais c'est très dur de gagner en college football, de gagner tous les matchs. Pas Je beaucoup suis complètement d'équipes d'accord y avec toi. arrivent, et ça, c'est une chose à mettre aussi encore une fois à leur crédit. Mais tu peux pas passer outre la performance qui vient d'avoir lieu face à Stanford. Moi, j'ai regardé le match. Et comme face à Arizona State, ça s'est joué à la fin. Il y avait 35-33 à 6 minutes de la fin du match. Il a encore fallu un gros dernier drive de Michael Penix pour aller l'emporter. Mais on a l'impression qu'il y avait eu encore une fois un concours de circonstances, de réussite. Et c'est peut-être aussi toi la réussite du champion, Kevin, en général. Tu vois, quand tu as une équipe comme ça, tu as souvent la bonne étoile au-dessus de toi, donc il t'arrive, les choses tombent souvent de ton côté. Et moi, je trouve que je vois pas Washington gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, surtout avec ce calendrier. Je rappelle qu'ils affronteront USC, Utah, Oregon State et Washington State. Avec une défense comme ça, par exemple, elle a encore encaissé 499 yards face à Stanford. Alors, je pense que Stanford, Stanford est c'est criminel. Hein. oui, mais je pense quand même que Stanford est une meilleure équipe que son bilan le laisse penser. Toute proportion gardée, attention, hein, je dis pas que c'est une équipe qui doit être en 10-3, loin de là, mais rien ne justifie voilà, de prendre 499 yards face à cette équipe, 367 à la passe dans cette équipe en reconstruction. Et moi, voilà, je commence vraiment à avoir des doutes. Autant j'étais assez dithyrambique voilà, sur leur situation. Je pensais vraiment que c'était la meilleure équipe de Pac-12. Et cette semaine a fait changer mon avis et je considère désormais que c'est Oregon. Je ne sais pas si toi, tu as tu tiens le même discours. Ouais, bon, Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, il y aura ce débat pour le classement du comité, parce que une victoire dominante d'Oregon et une défaite à l'arrache de Washington, ça va rendre leur tâche encore plus ardue pour savoir qui sera le premier représentant de la conf dans leur classement. ouais. Moi, je t'avoue que le calendrier de Washington, donc jusqu'à là, c'est quoi? Ils sont à 8-0. Donc sur leurs 8 premiers matchs,
ils ont que Oregon qui est une équipe potable. Alors Oregon qui a été classé 9e à ce moment-là, qui est l'une des 2 meilleures équipes de la conférence, c'était le challenge, ils ont gagné à domicile de 3 points, good job. Mais le calendrier de Washington, je suis désolé, mais Boise, Cul-de-sac, on a pris, ils ont pas pris un truc genre 69-0 je sais pas quoi la semaine dernière ou Si, ce si, week-end si, là. et même que SMU était, un moment, pouvait, était comment Ouais, on dit, ils étaient en route pour les 100 ouais, voilà, points quand même, hein. ils étaient en route pour les 100 points, chose qui est pas arrivée depuis très longtemps. D'ailleurs, je crois que la dernière équipe à avoir pris 100 points, c'était Tulsa aussi. Mais bref, parenthèse Mais refermée. ils mettent Michigan State qui est une équipe qui est putride cette saison. California, ils leur mettent 59 pions, ils arrivent à en prendre 32 à la fin du match. Arizona, ils gagnent que de 7 points. Du coup, Arizona, même si est sur la pente ascendante, ça on y viendra un peu plus tard, et ça reste une bonne victoire. Mais après, Arizona State, 15-7, c'est criminel. 33 points contre Stanford, c'est criminel. Mais ils ont une fin de calendrier. Alors, peut-être pas, entre guillemets, parce qu'ils vont à USC, mais 7 attaques contre la défense de USC, pardon. Il y a des chances que ça aille encore se jouer dans les 100 points. Après, ils vont jouer à domicile contre Utah. On a vu que Utah, ils sont décimés. Et Utah, en dehors de ses bases, c'est pas forcément super ouf. Et après, ils vont à Oregon State et ils reçoivent Washington State, qui sont 2 programmes qui sont pour moi sur la pente descendante. Donc, On y viendra aussi, ouais. ouais, bah, s'ils continuent Non, à je gagner, suis c'est moi, toi, cool. Mais, enfin, mais je suis le évidemment. truc, c'est que je pense qu'ils peuvent continuer à se faire exposer. Parce que là, tu vois, ça fait 2-3 semaines, Mmh. voire on va même dire 4 depuis Arizona, où ils montrent beaucoup de faiblesses. Contre Oregon, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais là, ils vont avoir un calendrier qui est un peu plus un challenge. Et il y a moyen que s'ils continuent de jouer comme ça, ils en perdent au moins un. Parce que très honnêtement, encore une fois, je suis désolé, mais Stanford est peut-être sur une légère pente ascendante. Prendre 500 yards contre Stanford, c'est un scandale. Pour moi, c'est un scandale. Ça veut dire qu'en vrai, tu prends 500 yards contre Stanford et tu te déplaces à USC le week-end prochain. Ah, va falloir te buter à la vidéo pendant la semaine parce que ça va pas être le même délire, hein. Et Penix, pareil, il a une pléthore d'armes offensives autour de lui et je pense que, après ça c'est un avis personnel individuel, mais je pense que Odunze et Polk cachent beaucoup de ses faiblesses. Ils ont pas vraiment de run game, mais contre USC, tu peux faire 150 yards facile. Donc je pense qu'ils vont avoir un calendrier qui est beaucoup plus challengeant et je les vois pas forcément gagner les 4. Donc voilà. Je Et suis on viendra d'accord, après sur la évidemment, sur différence. le fond de l'argumentation. Je trouve ça d'ailleurs incontestable. Mais le truc maintenant, c'est que Washington gagne. Et, Oui, bien sûr. et c'est comme, là, je pense qu'on peut faire le parallèle avec TCU l'an dernier. Tu sentais que TCU était sur la corde toute la saison. Des victoires qui sont jouées à rien. Rappelle-toi face à Baylor, mais à chaque fois, TCU gagnait. Et Washington est dans la même situation. Et pour le coup, même si, comme tu dis, Michael Penix a un petit peu plus de mal. Bah, moi, j'ai vachement confiance, en cette attaque, notamment dans les moments importants. Et pour le coup, la rencontre face à Oregon a été un marqueur de cela. Ça a été la preuve que Washington était capable de se, quand bien même on peut reprocher à Dan Lanning, ses choix de quatrième tentative, notamment, ça nous a prouvé qu'ils étaient capables de remporter ces matchs et qu'il y avait une résistance à la pression, Ouais. notamment dans les grands moments, et c'était palpable, tu vois? Et voilà, moi je demande Après, vraiment à voir ce qui va se passer sur les prochains matchs, parce que ça serait vraiment dommage que Washington, hem, voilà, chie un petit peu dans la colle en fin de saison. ouais. Après, je t'avoue que j'ai encore une fois, ça c'est mon opinion. Je pense que le Border War à UW, enfin à Seattle, pardon, c'était un peu le Super Bowl de Washington. Je pense que leur saison, ou au moins leurs premiers 2 tiers de saison, de toute façon, vu le calendrier qu'ils avaient, était centré sur Oregon. Ah oui, Et j'ai et l'impression que psychologiquement, elle leur a pas fait que du bien, cette victoire. Et ah, je peut-être pense qu'ils se que, reposent sur en fait, leurs je pense acquis que, après. ouais, je pense qu'ils ont mis trop d'influx Mmh. dans ce match. Et je pense qu'il y a du relâchement parce qu'ils se disent, ça y est, on a Oregon, on a 3 semaines avant de jouer USC. Ouais, Mmh. mais la Pac-12 cette année, c'est vrai, on se dit quand même que là, en vrai, autour d'Oregon, donc littéralement les 2 matchs avant, les 2 matchs après, ils ont joué les 4 pires équipes de la conférence. D'accord? Cal, Arizona State, Stanford. Et pourtant, la conférence, elle est hyper deep. On se rend pas compte à quel point la conférence est deep parce que même ces équipes-là, dans une année où c'est top heavy en Pac-12 plus qu'avant, et ben les équipes qui sont dans le fin fond de la conférence, elles arrivent à venir te faire chier
et à potentiellement pouvoir te battre, ou à même te battre d'ailleurs, comme on le verra sur les matchs d'après. Donc on verra Washington. On verra Washington Mais, qui mais, mais, joue. mais, mais comme je te dis, je pense que ce match c'était un peu leur pic de la saison, et je les vois pas réitérer sur un autre gros match comme le Pac-12 Championship par exemple. Ben, on verra si Washington réitère cet exploit la semaine prochaine à Los Angeles pour le choc face à USC. Ça sera sous les coups de minuit 30 sur ABC, voilà, dans la nuit de samedi à dimanche, comme d'habitude. En parlant d'USC, faut parler de ce USC Cal qui, moi, je trouve, a été vraiment passionnant. Alors, c'est un match que j'aime toujours regarder, le USC California. C'est une petite rivalité, bien que ce soit pas du tout la plus grosse pour les deux programmes, mais parce que il y a une sorte de grain qui se dégage de ce match. Déjà dans le Memorial Stadium, sur les hauteurs de San Francisco à Berkeley, Tidewad Hill, vous savez, c'est la colline sur laquelle on peut regarder le match. Les sapins de Californie, le temps, les deux uniformes qui sont hyper jolis, les casques. En plus, d'ailleurs, bah, Cal portait un uniforme spécial. Voilà, je trouve que ce match a toujours un. Voilà, il y a un truc qui se détache de cette rencontre et c'est pour ça que j'adore vraiment la regarder. Je referme la parenthèse. Ça a été un match passionnant. USC s'est imposé 50-49. Mais au terme quand même d'une petite remontada parce que si je dis pas de bêtises, à un moment ils étaient menés 43-29 au début du quatrième quart-temps avant que voilà ils inscrivent trois touchdowns d'affilée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre? Alors voilà, Caleb Williams 369 yards et deux touchdowns. Alors la défense évidemment a encore mangé 49 points. 6,5 yards par jeu et en tout, si je dis pas de On défaut, juste regarde, que je vite fait la stat, je crois qu'ils ont mangé voilà 540 527 et yards quelques, je en crois. tout, Ouais. mais l'attaque elle a provoqué des turnovers qui ont permis à USC à l'attaque de marquer ensuite et pour le coup, elle a été et c'est enfin, je peux pas dire ça parce que c'est trop paradoxal, mais elle a été clutch dans les moments importants. Il y a notamment, par l'intermédiaire du linebacker true freshman, la Tackett Curtis, un ballon qui a été récupéré, sur un punt return. Voilà, elle a su quand même, avoir, une influence dans la victoire et je pense que c'est à nous d'être juste aussi et de reconnaître qu'à certains moments, elle peut être bonne. Vous me voyez en train de faire les guillemets avec mes quatre doigts. Et Oui. ouais, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce match, hormis le fait qu'il Après, était passionnant, c'est que voilà, la défense a quand même eu son mot à dire et elle a permis à l'attaque de marquer. après la défense de USC l'année dernière, par exemple, c'était un peu la même merde, même si je trouve que ça tenait un peu mieux la route. Mais ils avaient toujours cette faculté à créer des turnovers. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever. C'est une défense qui est opportuniste et ils savent créer les turnovers. Là, en vrai, moi, ça m'embête, tu vois, de dire ça parce qu'ils sont clutch, on va dire, sur la fin de match. Mais tu vois, c'est comme la stat des comebacks dans le quatrième quart-temps pour les quarterbacks. Tu vois, ouais, ton quarterback, il va avoir une stat comme quoi, il a fait un comeback dans le quatrième quart-temps. Bah ouais, c'est cool, mais bon, le mec, il est à 40% sur tout le reste du match. Il a fait 120 yards, il s'est fait intercepter 3 fois. Mais parce que ta défense, elle s'est sortie les doigts et que tu fais un drive à la fin, tu vas avoir une stat de force quarter comeback. Bah, on s'en fout en fait. La défense de USC, elle est dégueulasse, je suis désolé. Il faut dire ce qu'il est. C'est la même chose que Washington, je vais dire exactement la même chose. Prendre 49 points contre Cal quand tu es une équipe rankée et que tu vises le Pac-12 Championship, que tu as des aspirations de championship, merci, même si maintenant c'est terminé, c'est juste pas possible. Et je plains l'attaque de USC parce que quelle équipe dans le college football, toutes les semaines, doit se dire putain, les gars, faut qu'on mette plus de 40 points, voire là, plus de 50 points, si on veut gagner le match parce que notre défense, elle se fait poutrer par tout le monde. Ça doit être invivable pour l'attaque. Et encore, là-dessus, la défense se sort plus ou moins les doigts parce que Cal égalise, enfin revient à un point. Et là où effectivement j'adore ce que le coach Wilcox a fait, c'est qu'il a décidé de la jouer à 2 points. Il a porté ses couilles, il s'est dit écoute, on en a quand même pris 50 sur le match. Voilà, on mise juste sur le fait de on arrive à tenir, on arrive à créer un turnover à la fin, mais au moins on prend l'avantage. Et sur un coup de chance, on peut gagner, mais on n'ira pas en prolongation. Il a porté ses couilles, malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais comme je dis chaque semaine, genre, t'as aucun joueur qui ira dire quoi que ce soit contre le coach pour l'avoir tenté, parce que je pense que
Ouais, quand tu tapes un match complet contre USC, même si la défense est pas ouf, c'est comme épuisant vu le niveau de je pense, vu la différence de physique entre les 2 équipes. Donc voilà, c'est moi USC, je suis désolé, mais j'ai aucune, comment dire? Aucune confiance en cette équipe. Ils ont une attaque qui pour moi se délète en plus au fur et à mesure. Caleb, je le trouve de moins en moins bon, la O-line, je la trouve de moins en moins bonne. Je pense Je qu'il y trouve a qu'il y a il y a de plus une en plus question d'équipes là qui commencent à les de il y a une question de confiance aussi là. Je pense, les 2 défaites, face à Notre-Dame et Utah ont fait beaucoup de mal, plus les critiques, légitimes depuis le début de la saison sur l'équipe et le fait que USC était une fraud team, dans la perspective, des playoffs. Hem, je pense que c'est pas quelque chose qui est très facile à vivre pour, les joueurs et comme tu dis, en fait, tu as l'impression que ça va de mal en pis, quoi. Tu vois pas comment ils pourraient remonter, cette pente, tu vois? Moi, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus et en plus, enfin, tu sais, c'est quoi le calendrier après? C'est ah, réception de c'est Washington, Washington, Oregon, quoi. déplacement à Oregon et réception de UCLA pour la rivalité. Enfin, il va falloir faire preuve quand même de ressources mentales, très importantes pour, aller gagner au moins un de ces matchs et j'ai du mal à voir, voilà, comment ils pourraient gagner, comment USC pourrait gagner l'un de ces 3 matchs. Peut-être UCLA à la fin? Parce que les Bruins ont Et un ils petit ont une peu bonne du défense mal, quand même, hein. notamment avec leur quarterback. Là, ils ont encore changé, ils ont remis Ethan Garbers titulaire au Ouais. détriment de Dante Moore. Mais voilà, il y a une question de je pense que c'est une question de confiance. Ils sont un peu broke et ça a pas aidé, tout ce qui s'est passé. On en a déjà parlé la semaine dernière avec Lincoln Riley en conférence de presse et cetera. Voilà, va falloir faire, gaffe à ce qui va se passer. Mais vraiment honnêtement, hein, c'est le la seule manière pour eux de remonter la pente, c'est de gagner un gros match, c'est d'y arriver. C'est que la défense, elle resserre, que de en fait, continuer sur la formule du dernier quart-temps, ce qui veut dire créer les turnovers au bon moment, être capable de capitaliser. Malheureusement, encore une fois, tu vas enchaîner contre 2 équipes qui sont relativement complètes, à Washington enfin non, tu reçois à Washington et tu vas à Oregon. Le Et c'est match à pas Oregon forcément peut le meilleur faire peur calendrier à pour beaucoup de commencer. fans, hein. Ah bah, là, moi, je te dis, hein, j'écoute les podcasts d'Oregon, hein, les mecs considèrent même pas le match de USC comme le pire de la saison qui reste pour Oregon, hein. Les mecs se demandent limite, est-ce que le match à Arizona State, dans le désert au mois de novembre, n'est pas plus un match piège que le match contre USC, tu vois? Il y a vraiment Mmh. USC qui était un ogre au début de saison avec Caleb Williams, avec cette offense et tout, ils font plus peur à personne. Là, tu as n'importe quel coach offensif de la Pac-12 qui salive, je pense, quand il prépare la semaine de match contre USC. Bref, on espère que Lincoln Riley tirera les conséquences, de cet échec en défense et vous le savez, on le répète trop, ça devient même de l'harcèlement. Ça passe par le licenciement de, Ouais, Alex Grinch. Alex Grinch. Aussi en Pac-12, Arizona a battu Oregon State qui était alors classé 16e à l'IP poll. Ce qui fait que 27-24, ce qui fait que les Wildcats sont sur un bilan de 5 victoires et 3 défaites. Ce qui veut dire voilà, qu'ils sont à une victoire d'un bowl. Ils avaient échoué aussi à 5 victoires l'an dernier, ce qui était déjà une très belle performance hein, parce que avant que Jetfish arrive, les Wildcats étaient sur une série de 12 défaites consécutives, je le rappelle. Et maintenant, voilà, depuis qu'il a repris les rênes du programme, 10 victoires, 10 défaites, 3 victoires contre des équipes du top 25, dont celle-là face à Oregon State. À chaque fois, les défaites étaient si je regarde là, le calendrier, les défaites à chaque fois étaient d'un rien. Hein. Arizona perd face à Washington de 8 points, perd face à USC de 2 points, perd face à Mississippi State à Starkville de 7 points. C'est une vraie belle équipe et je pense c'est de me donner aussi beaucoup de crédit de dire ça, ça fait un peu de moi une fraude, mais le fait que Noah Fifita ait pris la place de Jayden de Laura et y est pour quelque chose. 25 passes complétées sur 32 pour 275 yards et 3 touchdowns pour une interception. Voilà, c'est un bon quarterback, surtout qu'il est jeune, si je dis pas de bêtises. Il est dans son année redshirt freshman, donc voilà, Arizona va encore en profiter pour au moins 2 ou 3 ans. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important qui devrait offrir beaucoup de stabilité à Arizona. Alors, c'est un petit peu dur de dire ça parce que là, par exemple, on a vu aujourd'hui, on enregistre le lundi 30 octobre, que Elijah Rushing, vous savez, le 5 étoiles originaire de l'État, qui avait
commit à Arizona s'est finalement engagé à Oregon. Bon, je pense pas, je pense qu'il serait injuste de dire que Arizona doit viser parmi ses prospects, mais voilà, ça permet d'offrir plus de lisibilité pour et de visibilité pour les futurs prospects, pour les lycéens et pour les transferts aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très très bien. Parmi les autres victoires importantes, c'est celle d'Arizona State 38-27 contre Washington State. C'est la première victoire de la saison face à une équipe FBS pour les Sun Devils. Du côté de Washington State, bah voilà, après avoir commencé la saison en 4-0, maintenant tu as 4-4. 4 défaites face à UCLA, Arizona, Oregon et à Arizona State. Ce match-là en l'occurrence. Et le prochain match face à Stanford, faut vite retrouver une victoire. Et là, je pense qu'on part sur le même débat de confiance avec USC. Mmh. Il faut cette victoire pour partir de l'avant parce que ça pourrait vite donner, je pense, un très mauvais bilan. Et ça serait très dommage au vu du début de saison où Washington State a battu Wisconsin et Oregon State notamment. Heureusement, leurs Ouais, 3 derniers matchs, enfin leurs 4 derniers matchs, c'est Stanford, California, Colorado et Washington. Donc ils ont l'occasion d'aller gagner des beaux matchs et pourquoi pas cette Apple Cup le 25 novembre face aux Huskies. Kevin? Ce serait quand même dommage de pas être bowl eligible quand tu commences la saison à 4-0 quand même. Ce Complètement. en plus en 4-0 en gagnant contre Wisconsin qui était classé, en battant Oregon State qui était classé, tu commences avec une saison où même, eux étaient classés, hein. Washington State, ils sont montés, je crois jusque dans le top 15 presque et Exact. là ça se délète tout d'un coup et voilà, on sait que le calendrier de la Pac-12 c'est un véritable gauntlet et que chaque semaine c'est la bagarre et malheureusement pour eux, j'ai pas l'impression qu'ils en avaient beaucoup dans le réservoir. Ils ont peut-être tout donné sur le début de saison et là, ça devient un peu compliqué quand même. C'en est fini avec la Pac-12, conférence qui nous anime maintenant chaque semaine. On part en Big Ten avec la victoire au cordeau de Penn State, alors classé 10e à l'IP Poll face à Indiana 33-24. Là aussi, ça a été très très compliqué, surtout que en fait Indiana était revenu à 24-24 et dans la foulée, Drew Allard avait lancé sa première interception en carrière avec les Nittany Lions. Euh, mais et là, on retrouve un problème, j'allais dire vieux comme le monde avec Tom Allen, le head coach d'Indiana, c'est qu'il a été trop conservateur et je pense qu'il n'a pas pris la mesure de. Enfin, je lui fais peut-être un procès d'intention parce que c'est un coach de college football, il connaît 10 fois mieux, 100 fois mieux, 1000 fois mieux les choses que moi, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas pris la mesure de ce que c'était de battre Penn State à Happy Valley. Et voilà, je trouve qu'il n'a pas été très courageux avec ses appels de jeu. Voilà, quand bien même, en plus, tu as perdu ton coordinateur offensif, bah, il l'a viré parce que le début d'année avait été compliqué. Voilà, je trouve que c'est dommage. Mais Penn State, par Drew Allard, après avoir récupéré le ballon à 24-24, bah, il a lancé une passe de 57 yards pour Keandre Lambert-Smith, le receveur, voilà, qui leur a permis après de passer à 33-24 et de gagner le match. C'est une bonne victoire pour Penn State, hein, qui revenait de cette défaite face à Ohio State 20-12. J'ai pas tant d'autres choses à dire sur Penn State, si ce n'est que voilà, il est important là, de continuer à gagner avant d'attendre le match dans 2 semaines face à Michigan. Avant ça, ils affronteront Maryland parce que voilà, une victoire face à Michigan et j'ai envie de dire que ta défaite face à Ohio State est oubliée et Ouais. ça relancerait complètement le débat au playoff pour eux Bah, et c'est un peu là où on les place quand même depuis quelques semaines, les playoffs Penn State, ou au moins en tant que contender. Voilà, il faut continuer à gagner jusqu'à ce match face à Michigan. Moi, je l'avais dit après le match contre Ohio State, je les avais pas trouvés folichons en attaque, je les ai trouvés hors de rythme et hors de tempo. Il y avait pas C'était pas ouf offensivement. Là, pareil, galérer autant contre Indiana, je trouve ça assez bizarre de leur part. Heu, Ils vont jouer contre Maryland qui est pareil sur une pente un peu descendante. On va en parler, hein, ils ont perdu contre Northwestern, alors qu'on se marrait dans le 1-2-6, avec Baptiste et Elio en disant que ça va, jouer Northwestern, c'était un peu comme une bye week et ben, Maryland a réussi à paumer à Northwestern.
Donc Bah, si tu veux, on peut en parler maintenant, hein, victoire 33-27 de Northwestern là, qui atteint un bilan de 4-4. Je rappelle que l'année est catastrophique à Northwestern, hein. Leur coach David Fitzgerald a été viré, ouais, accusation d'harcèlement, tout ça, j'allais dire lynchage, non, non, je suis un ouf, j'ai oublié, de bizutage et tout, que 18 lui a couvert. Bon, c'est une situation quand même compliquée pour les Whitecaps depuis le début de l'année et voilà, ils arrivent à battre, à battre Maryland, en octobre, après avoir battu aussi Minnesota et UTEP, c'est une victoire qu'on voyait pas du tout, arriver perso. et personnellement pour Penn State, je suis toujours pas convaincu. On sait qu'ils ont une bonne défense, qu'ils ont un bon run game, que Drew Allard, il est peut-être un peu au-dessus de ce qu'on attendait, mais Penn State reste Penn State et on sait qu'à un moment, ils chient dans la colle, un peu comme Michigan du coup. Michigan cette année, c'est visiblement même pas sur le terrain qu'ils chient dans la colle, donc comme quoi, hein. Mais je sais pas, Penn State, je pas vraiment de confiance en cette équipe et malheureusement, ce match-là, il me conforte dans mon idée donc comme tu dis, j'espère pour eux qu'ils remettent la marche en avant contre Maryland. J'espère qu'ils peuvent faire quelque chose contre Michigan parce que je trouve que pour le suspense de la Big Ten, ce serait mieux, moi je kifferais que Michigan, Ohio State et Penn State se cannibalisent et se retrouvent chacun avec une victoire contre les 2 autres. Donc voilà. Ah, mais ça, c'est parce que tu penses qu'à Oregon. Tu as raison, hein, mais Non, 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 c'est même pas en pensant en Oregon, mais moi je kiffe les scénarios comme ça. Là, comme tu le disais, il y a en Big 12, il y a 5 ou 6 équipes qui ont le même bilan, qui sont en tête de la mmh. conf. On sait Et que la spoiler, Big Ten, elle est très mal, et elle spoiler, est très mal. c'est pas dans la division Ouest, hein. Oui, la Big Ten, on sait qu'elle est tellement mal gérée que chaque année, il y a quoi? Il y a 3, 4, voire 5 équipes qui sont en mesure de finir invaincues. Enfin bon, Mmh. bref, là, il y a encore un scénario valable où tu as 7 équipes qui peuvent finir avec le même bilan. Enfin bon, bref. Moi, honnêtement, hein, outre Oregon, je kiffe les scénarios comme ça. Les Ouais. scénarios, tu es obligé de calculer, aller chercher le 9e alinéa du tiebreaker pour savoir qui est devant qui. Moi, je kiffe, je trouve ça grave drôle. Bah, tu Donc, en veux un scénario comme ça? Ça ah, mais concerne moi, pas, ça concerne pas la moi, division Est, ça concerne la je, division Ouest, où je sais, Iowa, Minnesota, Nebraska et Wisconsin sont, 1ers ex aequo de division, avec 3 victoires et 2 défaites en conférence. Là aussi, ça va être intéressant et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai le gros logo d'Iowa sous les yeux. Brian Ferentz, devrait, quitter le programme à la fin de l'année. Il y a pas de petite alléluia. victoire, hein. Là, il va aller coacher en régional Poitou-Charentes avec Alex Grinch. Donc, Et j'ai vu un tweet qui disait que Kirk Ferentz appellerait son fils, le centre ou le garde des Patriots, James Ferentz, qui est nul à chier, ça m'a fait rigoler. Bref. Ah tiens, la SEC. J'ai oublié l'existence de cette on, conférence, moi. on en est quand même à se dire, ah tiens, la SEC, c'est chaud, hein. Pourtant, tu avais un gros match quand même cette semaine de l'une des Ouais. grosses rivalités du pays, Georgia-Florida, hein, les 2 rivaux là depuis le début, du XXe siècle, s'affrontaient à Jacksonville, hein, là où ils s'affrontent, depuis toujours quasiment et Georgia a battu Florida 43-20. On a cru pendant quelques minutes en début de match que Florida, pouvait faire quelque chose et voilà, finalement, à la fin du deuxième quart-temps, bah, il y avait déjà 26-7 et il y a pas eu beaucoup de suspense, quoi. Non, c'est ça aussi. Je sais qu'on dit beaucoup de conneries dans le 1-2-6, mais quand on dit des trucs qui se passent vraiment, je m'accroche à ça quand même. J'essaie de me raccrocher aux petits trucs qu'on dit de bien. C'est que ce qu'on avait dit, c'était que bah, Georgia-Florida, je pense que ça allait se passer comme Georgia-Kentucky. Que dire que tu regardes le début du match, tu vois Kentucky jouer, tu dis oh putain, peut-être que Kentucky vont faire quelque chose contre Georgia. Et ça dure 10 minutes. Et puis après, tu as la machine Georgia qui se met en route. Et puis au milieu du deuxième quart-temps, tu dis ouais, en fait, j'aurais mieux fait de me taire, ça va encore être un blowout. Là, c'est ce que tu disais, si je dis pas de bêtises, il y a quoi? Il y a 20, ouais, ça, il y a 26-7 en milieu de 27-7, deuxième ouais. quart-temps. Après, Florida, pour le coup, Napier, il tente une quatrième. Ils sont menés que 10-7, donc ils sont dans le match. Ils tentent une quatrième et un dans ces 35 yards. J'adore le play call parce que ceux qui jouent au flash avec moi savent que j'adore ce jeu et que j'aimerais bien le rentrer en match un jour. Donc vous regarderez la quatrième tentative manquée de Gators en premier quart-temps.
Mais et j'aime bien le fait de dire: «Bah, vas-y, si je veux battre Georgia, il faut que je prenne tous les risques parce que sinon j'y arriverai pas». Mais ils convertissent pas, derrière ils prennent un TD. Le drive d'après, Mertz il se fait strip sack, Georgia récupère la balle sur les 11 yards, ils mettent un TD. Drive suivant, Florida obligé de punter, ils se font contrer le punt, safety. Il y a vraiment genre la machine Georgia, c'est terrifiant, hein. C'est même dans une saison où tu dis: «Ouais, ils sont moins forts que les 2 années où ils ont été champions», il y a des matchs où ils te font douter, mais quand ils décident de mettre la machine en route, même si je l'accorde, Florida, c'est pas non plus, le Florida d'Urban Meyer. Il y a vraiment genre pour avoir regardé le match, il y a des moments où tu te dis c'est il y a et ça me fait mal de dire ça, mais il y a des actions où tu te dis: «Il y a un monde d'écart entre les 2 équipes», alors que c'est Georgia-Florida. Donc ça, c'est assez Après oui, terrifiant pour enfin, la je suite. suis d'accord évidemment, c'est Georgia-Florida, mais on sait que Florida, voilà, maintenant depuis 3 ans, Florida, c'est un petit peu compliqué. Enfin, fallait pas non plus se faire d'illusions quant à l'issue, de la rencontre. Surtout qu'en plus, Florida fait, mine de rien, une meilleure saison, qu'annoncé, hein. Tu peux me confirmer, mais il me semble qu'ils sont en 5-3 avec quand même, une victoire face à Tennessee, et une victoire, bon, j'allais dire face à South Carolina, mais South Carolina, ça a été compliqué. Tu vois? C'est pas mieux que prévu, mais c'est pas pire qu'annoncé, tu vois? Je trouve que ça en dit plus sur Georgia. Parce que Ouais. Georgia, on les critique là depuis le début de l'année. Face aux équipes que les Bulldogs sont censés exploser, je pense à South Carolina, je pense à UAB, je pense à Auburn, je pense à Vanderbilt, ça a été compliqué. Mais à chaque fois que Georgia a affronté une bonne équipe, une équipe dont on attendait qu'elle allait les faire chier, je pense notamment à Kentucky et Florida, bah résultat 51-13 et 43-20. Et là, pour le coup, Georgia a dissipé tous les doutes que toute la planète college football disait à propos de leur place à l'A People. Tout le monde disait, et moi le premier, c'est pas normal qu'il soit premier, il faudrait qu'il recule au moins de quelques places. Et ben là, j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu, ça a été accepté par tout le monde. Georgia est l'équipe numéro un du pays, et ce genre de performance face à Florida le confirme. Ouais, et puis en plus, ils ont un après tu sais que moi, c'était l'inverse de toi. C'était moi, je suis désolé, tu es double champion en titre, il y a personne qui est capable de te battre dans la saison, même si c'est, UT Martin et Ball State. C'est pas grave, tu es double champion en titre, tu es invaincu sur la saison, il y a aucune raison de te faire descendre. Maintenant, techniquement, dans leur calendrier, ils ont un seul match contre une équipe classée. C'était Kentucky il y a 3 semaines. D'accord? Ils sont à 8-0, c'est cool. Et, Sur et- et les j- 4 j'en profite, t'as raison d'en parler, mais là, t'as Missouri, Ole Miss et c'est Tennessee qui ça. arrivent. Les trois sont classés, donc là, on va avoir vraiment Les 3 prochaines semaines vont être très importantes pour Georgia. Et en sachant que Mizzou est 14e, Ole Miss est 11e et Tennessee est 19e. Donc ils vont avoir du challenge. Je suis pas persuadé enfin, je pense que c'est du challenge pour n'importe quelle autre équipe que Georgia. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y a des équipes qui se feront pas blowout. C'est cool pour eux, mais encore une fois, hein, pour moi, Georgia finit sa saison, va en playoff en étant à 12-0, donc ou 13-0 avec le championship. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur le match à part le fait qu'on Si, s'y attendait et moi j'ai un truc c'est à pas dire. Il n'y avait pas c'est Brock Bowers, hein. Brock Bowers s'est c'est vrai. blessé. Et du coup, voilà, la connexion Carson Beck, Lane McConkey a bien marché. 6 réceptions pour 135 yards et un touchdown. C'était nécessaire de le voir se montrer un petit peu plus. Parmi les autres résultats en sec, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. South Carolina, c'est toujours aussi compliqué. Victoire Texas A&M 30-17. Kentucky a perdu face à Louisville sur le score de face à Louisville. Qu'est-ce que je dis moi? Je Face pense à déjà, Tennessee. je pense déjà à la Governor's Cup de la Rivalry Week. Tennessee a gagné 33-27, pardon. Avec pour le coup, de ce que j'ai lu, ça a été le meilleur match de Devin Leary de la saison. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Devin Leary, hein. Pourtant, c'était l'un des meilleurs transferts sur le poste de quarterback. Et je trouve qu'il fait une saison assez anonyme. Alors peut-être c'est parce qu'il joue à Kentucky. Et j'ai vraiment l'impression que Kentucky, tu sais, c'est l'équipe qui, toutes les saisons, est en 6-6 ou 7-6. Il n'y a jamais de mouvement là-bas parce que Mark Stoops, il est reprolongé tous les ans parce que là, dans cette fac de basket, ça leur suffit de gagner 7 matchs par an. Euh, donc voilà, et Ole Miss qui a battu Vanderbilt sur le score de 33-7. C'est plutôt la semaine qui arrive qui va être très intéressant en sec parce que tu as LSU qui se déplace à Alabama. Ça sera à 1h30 hein, dans la nuit de samedi à dimanche et ça va être très 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 intéressant à suivre.
Et je rajoute aussi, hein, qu'il y aura, un Missouri, Georgia à partir de 20h30, ce samedi aussi. Donc, là pour le coup, on parlera beaucoup plus de la SEC dans l'épisode de la semaine prochaine. On passe en ACC, Ouais. Kevin, avec, la défaite de North Carolina face à Georgia Tech. Alors, faut commencer par qui? Je propose qu'on commence par North Carolina parce qu'il y a plus de choses à dire sur les Yellow Jackets. C'est la deuxième défaite consécutive. La semaine dernière, c'était face à Virginia dans un pas un choc parce que finalement la victoire de Virginia était méritée, mais plus dans le fait que voilà, ils étaient, favoris, je crois, de 24 points, ce qui est beaucoup. Et là, tu perds face à Georgia Tech. Georgia Tech, qui était favori, était non, North Carolina qui était favori de 12 points, pardon. Voilà quoi, j'aime bien Georgia Tech, mais quand les Yellow Jackets font une saison comme ça, avec défaite face à Bowling Green, défaite face à Boston College, une équipe du calibre de North Carolina avec une attaque comme celle-ci et une défense qui joue bien mieux que les années précédentes, et ben moi je trouve ça inadmissible de perdre face à Georgia Tech. Mmh. Ouais, et puis c'était un shootout, hein, ça finit avec, Georgia Tech qui met 635 yards Et offensifs. 348 yards à la Ah ouais, course. non, c'est terrifiant et pourtant UNC ils sont là, hein, ils en mettent 577. C'était un bon shootout offensif comme on les aime. Clairement, les défenses étaient pas au rendez-vous, heu et on n'en a pas parlé, on parlait des 3 dernières équipes, qui seront dans le calendrier de Georgia, mais leur dernier match de la saison, c'est pas un match de SEC, c'est le match contre Georgia Tech. Alors loin de moi l'idée de dire que Georgia Tech va pouvoir faire le moindre truc contre, Georgia, mais il y a du mieux à Georgia Tech. Il y a du mieux, je trouve que Haynes King, pareil, on n'en parle pas beaucoup, mais il fait une saison que je trouve relativement potable, à la main des Yellow Jackets, Bah, et fiche donc de voilà. statistiques énormes. 23 passes, complétées sur 30 pour 287 yards et 4 touchdowns, 80 yards et 1 touchdown à la course, et en plus, il nous sort le dernier, drive, qui mène au TD, hein. Je rappelle qu'ils étaient menés de 11 points dans le 4e quart-temps à un moment. Je pense que mon MVP offensif de la semaine, ça sera certainement lui, tu vois? Mmh. Ouais, Je même il fait une saison qui est, Ouais. qui est pas mal. Il est à 61, presque 62, 2122 yards, 21 DD pour, 10 interceptions, c'est un peu haut. Mais voilà, ça reste Georgia Tech, hein. Faut pas non plus s'attendre à ce qu'un QB de Georgia Tech, soit dans la conversation pour l'Iceman, en sachant qu'on sort quand même d'années de Georgia Tech où ça joue de la triple option. Triple option. Donc déjà, je pense qu'il y a certains fans quand ils voient que le QB il fait plus de 10 passes, ils sont au bord de l'AVC. Hem, mais je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est cool que Georgia Tech remonte. Je trouve que c'est cool pour la ACC aussi, que certains programmes qui étaient des bye week annoncés chaque année, qui arrivent à performer et puis qui arrivent à upset comme ça. Parce que, Georgia Tech à 4, ils sont quoi? Ils sont à 4-4, ils sont même à 3-2 en conférence, ce qui est pas dégueulasse. Mmh. Sur le reste de leur ca et après moi ça me perturbe sur leur calendrier, c'est qu'il faut se dire que sur les 4 derniers matchs. Ouais, voilà. Je te laisse Ouais, annoncer ce ouais, qui s'est passé et après je te parle des statistiques hyper drôles que j'ai trouvées. alors il y a 2 choses. Déjà, il faut savoir que Georgia Tech gagne littéralement un match sur 2. En fait, ils ont commencé par une défaite contre Louisville et après ils gagnent, ils perdent et ainsi de suite. Si jamais on suit la logique, vu qu'ils gagnent les matchs pairs, le dernier match, c'est le match 12 contre Georgia. Donc voilà, je vous laisse, faire C'est ça, c'est ce que je voulais la dire, c'est qu'ils gagnent que lors des week, pairs. Donc à ce c'est rythme, ça ils vont battre Clemson et Georgia Tech en week, 10 et et en Georgia. week 12, voilà. Ouais. Mais surtout sur les 4 derniers matchs, les mecs sont capables de perdre contre Bowling Green du coup, à domicile, gagnent à l'extérieur à Miami, perdent contre Boston College de 15 points et battre North Carolina qui est classé 17e. D'ailleurs, ils viennent de battre, en 3 semaines, ils ont battu les 2 équipes qui étaient classées numéro 17 du pays et en sachant que quand ils ont joué à Ole Miss en week 3, étaient numéro 17 aussi. Je trouve ça assez cocasse. Donc voilà, et c'est une équipe je pense qu'il y a pas d'équipe qui est plus sur courant alternatif, du coup, littéralement, cette saison. Donc voilà, les matchs dans 2 semaines contre Clemson à suivre forcément parce que ça si on suit la logique, ça devrait être un match intéressant et alors le match contre Georgia, où je pense que, comme on disait, tout le monde s'attendait à du blowout easy, bah, peut-être, comme on dit.
Bah, tu sais quoi? Tu m'as spoil, mes statistiques. Je suis Ah, presque je suis déçu. désolé. Je pense qu'on s'est appuyé peut-être sur, un tweet de CFB Kings. Ouais, ouais, Comme je tu pense dis, qu'on bah, a là, le même. ils ont affronté 3 fois des équipes classées 17e à l'Ip Ole Miss, Miami, North Carolina. Donc ils sont à 2-1 contre ces équipes-là. Ils gagnent que les matchs, en week 2, 4, 6, donc nombreux pairs. Sur, tous leurs matchs, ils ont pas mis un point lors des 1ers et 3e quart-temps. Voilà, tous leurs points viennent des 2e et 4e, quart-temps. C'est le cas des 2 dernières rencontres et le truc que je trouve le plus drôle, c'est qu'ils ont marqué 254 points, ils en ont encaissé 254, ils ont marqué 33 touchdowns, ils en ont encaissé 33 Voilà, donc c'est l'équipe mid par excellence. et comme tu disais, bah, maintenant, on n'a plus qu'à voir s'ils vont battre, Georgia Incroyable. en week 12. Bon, j'ai du mal à y croire quand même, faut pas abuser, mais c'est ce Mais genre de petites bizarreries statistiques, bien en vrai, marrantes. tu vois, je les vois vraiment être capables de paumer contre Virginia la semaine prochaine, Mais de ouf. d'upset Surtout que Clemson. Virginia, c'est mieux, hein. Mmh. Oui, mais vraiment d'arriver la semaine de Georgia et être encore dans cette configuration-là. De Ah, de ça de serait garder la trend, d'avoir des trucs aussi comme ça et que tout le monde se pose la question et que ce soit le gros buzz de la dernière semaine, alors que tu as tellement d'autres storylines avant une dernière semaine, mais que tout le monde se pose la question, genre, est-ce qu'ils vont être capables de faire ça et de suivre jusqu'au bout, quoi? ce qui est déjà une grosse victoire pour, Georgia Tech, hein, et pour leur coach, de mettre du doute, ça serait une grosse victoire, tu vois? De mettre du doute dans la tête, des fans de Georgia, surtout quand on sait que, voilà, c'est une rivalité à sens unique, c'est pas rien non plus. Il nous manque quand même un petit Calvin Johnson, hein, de Ouais. nouveau là. Ça serait bien qu'on en retrouve un autre. Les autres résultats en ACC, Clemson a encore perdu, défaite 24-17 contre NC State. Clemson est à 4 victoires, 4 défaites. Ça va Ouais. être la première fois depuis 2010, voilà, que les Tigers, échouent à atteindre un bilan de 10 victoires en une saison. Hem, Ça montre d'un côté que les 10 dernières années ont été, exceptionnelles et on en parlait un petit peu là, on en parlait, hein, avant le début de l'épisode, mais tu es dans une position où en fait tu te demandes si tu vas être, bowl eligible. Il reste 4 Clairement. rencontres, Notre-Dame à la maison, Georgia Tech à la maison, North Carolina à la maison et déplacement en South Carolina. Ça va être compliqué face à Notre-Dame la semaine prochaine, même si moi ce match me fait hyper peur. Georgia Tech, bon, on sait pas ce que peuvent donner les Yellow Jackets, en plus ce sera un match en semaine paire. North Carolina, là aussi tu peux perdre et enfin tu as la finale, annuelle de South Carolina, là-bas à Columbia. Tu peux vraiment en gagner que un sur ces 4 et en arriver à une saison où voilà, tu vas pas en bowl. Ça serait, bon, je pense pas que ça arrivera, mais ce serait quand même, incroyable. Et d'autant plus que tu perds, Will Shipley sur commotion, une commotion bien sale, hein. J'ai vu les images, c'était vraiment pas beau à voir et bon, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais même pas si le safety s'en sort avec un targeting. Hem, voilà, ça a encore J'ai alimenté le débat sur, ce que c'est un targeting ou non. j'ai pas du tout Heu l'impression. et prochain match face à Notre-Dame, voilà, Clemson là, c'est compliqué, hein. Et et voilà, je sais plus quoi dire à propos des Tigers. Tu as pas d'autre chose à dire sur eux ou? Non, à part le fait qu'il y en a quelques-uns dans le podcast, qui croyaient pas en Clemson, au début de saison et ben, ça confirme parce que sans aller jusqu'à dire que c'est des fraudes. Enfin, Clemson, je sais plus en AP poll de pré-saison où ils étaient, mais je me rappelle qu'ils étaient relativement hauts. Et voilà, ça relance le débat sur l'utilité de ce classement de pré-saison. Mais ouais, là, vraiment, hein, ils ont des matchs contre des équipes, ceux qui, moi, honnêtement, hein, s'ils en perdent 3 voire 4, ça m'étonnerait même pas. Et c'est encore plus scandaleux sur une année où sur 12 matchs, ils en jouent 7 à domicile pour seulement 5 à l'extérieur. Donc, alors potentiellement, ils ont peut-être un match sur terrain neutre dans le lot, mais je sais pas, c'est Clemson cette année, il y a pas grand-chose. Il y a vraiment pas grand-chose. On se dit: «Ouais, il y a plus DJ Uiagalelei, il y a c'est Klubnik maintenant, ce sera mieux, nanana» et en fait,
comme beaucoup d'autres équipes vont se rendre compte que c'est pas forcément les joueurs, mais un peu le coaching quand même, hein, et je pense que Clemson, ça en fait partie. Et Et pourtant, tu vois, encore enfin, un et coach, je ouais, pense que mais Dabo, je suis d'accord, mais tu vois, il a fait venir quand même un super coordinateur offensif et faut oui, croire que ça clique pas, quoi. bah, Garrett Riley, l'ancien cordeau de TCU. d'accord, mais Ouais, mais ça en clique pas, l'occurrence, tu vois, c'est tu à 4-4 quoi. mmh. Donc Mais et là, je bon, suis moi désolé, je continue il à croire en Dabo. ah ouais, toi tu la foi, hein. Bah, ouais, mais après les gars, moi, ce que je dis toujours, hein, regardez le bilan de Dabo Swinney à la tête de Clemson. Regardez l'état dans lequel, il reprend le programme et là où il l'a amené avec, Mais maintenant tu te dis enfin, pendant combien d'années les titres qu'il a gagnés vont lui sauver la mise? Parce que là, pour l'instant, il gagne pas. Va falloir regarder depuis combien de temps il a pas gagné et je parle oui, même de mais moi titres je pense que nationaux, quoi. ça lui donne le droit d'avoir 1 ou 2 années de plus pour, redresser la barre et je pense vraiment qu'il peut 1 ou y 2 arriver. années avec les réalignements, j'y crois pas. 2 ans avec les réalignements, j'y crois Oui, pas. Avec toutes mais les c'est équipes qui vont arriver en SEC. c'est ce qu'on dit depuis des semaines, c'est maintenant, c'est enfin, il a le droit d'avoir son avis, parfois tu peux reprocher, aux gens de ne pas mourir, enfin, avec leurs idées, mais on va voir, si cette situation va lui permettre de remettre en cause ses vues, notamment sur le portail des transferts. Je rappelle qu'il refuse de prendre des joueurs sur le portail des transferts. Hunter Johnson, c'était une exception, hein, le quarterback de Northwestern, parce qu'il était initialement une recrue des Tigers. Mais voilà, faut qu'il s'appuie en fait sur ses déconvenus pour avancer et pour remettre en cause son coaching et sa façon de procéder. Et s'il le fait, moi je continuerai à croire en lui parce qu'il voilà, il nous a prouvé que c'était ce qu'il a fait, c'est exceptionnel, quoi. Il a gagné depuis merde, comment il s'appelle? Depuis Cam Newton à Auburn, il a gagné avec les équipes les moins talentueuses. Il a gagné 2 titres avec des équipes moins talentueuses que le reste. Bon, ça reste, en termes de talent, peut-être la septième ou huitième meilleure équipe du pays, hein, les Clemson 2016 et 2018. Mais tu comptes aussi les matchs en play-off et tout. Voilà, il a réussi à faire quelque chose de très grand et je continuerai à croire, que, il peut se relever de tout ça. Bon, qu'importe. En SEC, il y a eu d'autres matchs. Il y a Virginia qui a failli encore signer un upset à Miami. Victoire des Hurricanes 29-26 en prolongation. Et là, on revient encore avec la question du conservatisme. Mario Cristobal est allé chercher la prolongation. Il a refusé de prendre des risques en fin de quatrième quart-temps pour essayer d'aller chercher la victoire. Ce qui fait que les Hurricanes sont en 6-2 au bilan. Donc synonyme d'une qualification à un bowl. C'est déjà ça de prix, chaque chose en son temps. Il y a aussi la victoire à domicile 23-0 de Louisville, classé 18e à People, face à Duke, classé 20. Bon, Duke, c'est un petit peu compliqué là maintenant depuis quelques semaines, depuis que Riley Leonard ne joue pas à fond. Si Riley Leonard ne peut pas courir, c'est compliqué. Et voilà, Louisville part sur un bilan de 7 victoires et une défaite. Là encore, un grand match du running back Jawar Jordan qui avait été absent face à Pitt et ça avait été préjudiciable parce qu'ils ont perdu. 163 yards et 2 touchdowns. Et la défense aussi a été excellente avec, en encaissant 0 points, en marquant une interception et en encaissant seulement 202 yards. Le prochain match est face à Virginia Tech et là, en cas de victoire, on se dirigerait vers une finale de conférence entre les Cardinals et Florida State. Mmh. Ah donc Florida State a vaincu, quoi. Florida State invaincu, sachant que la Florida State a battu Wake Forest 41-16. Il leur reste Pittsburgh, Miami, North Alabama et Florida. Ouais, donc en gros, on mise tout sur un réveil de Florida qui joue, Qui joue technique comme sa on disait tout à finale l'heure, là. Ouais. voilà, qui joue la finale de sa saison, sur la rivalité, quoi. Bon, ce qui est un bon motif de motivation pour un coach, hein, je pense, hein. Ah là, je pense très clairement, enfin, faudra regarder le calendrier restant de Florida, mais j'ai envie de te dire, il y a même moyen qu'il y ait pas mal de joueurs qui captent que la saison, elle est plus ou moins finie. Ils disent, «Les gars, venez, on» parce que là, en vrai, Florida, ils jouent pas grand-chose, à part un bowl parce qu'ils ont quand même un calendrier avec Arkansas, LSU, Missouri, Florida State. Donc en fait, j'ai rien dit. Il va peut-être falloir qu'ils se sortent les doigts pour aller ne serait-ce que chercher un bowl. Mais ouais, je pense qu'il y en a potentiellement, ils ont déjà les yeux sur la finale de saison contre Florida State parce que je pense que s'ils sont pas s'ils sont, ils sont quoi? S'ils sont à 5 victoires,
qui peuvent être bowl eligible tout juste au poil de cul à 6-6 en pourrissant la saison invaincue de Florida State, je pense qu'ils réussiraient leur saison, tu vois? Je pense que pour Ouais, eux, oui, même ah s'ils oui. perdent en bowl après, eux, ils auraient réussi leur saison. Donc Surtout le Florida State de cette année ouais, et ouais, à juste titre d'ailleurs, enfin, pourrir ton rival, moi je pense que c'est c'est quelque chose de bien. Maintenant, tu as le match de la semaine prochaine face à Arkansas. Arkansas, c'est vraiment mauvais. ouais, Florida sera bowl eligible dès la semaine prochaine, à mon avis. On passe au ouais, non, c'est pas un débat, mais on passe au top 25 du comité. Je rappelle que ouais, nous enregistrons le lundi 30 octobre et que vous écouterez probablement ce podcast le 31, le mardi 31 et c'est donc ce soir que le comité des playoffs donnera son top 25. Alors je rappelle, le classement du comité n'est pas l'APpoll. L'APpoll, c'est un classement qui existe depuis 1936, qui avant 2014, avant que les playoffs à 4 soient créés, c'était le classement qui faisait office de référence. Bon, officiellement jusqu'au début du BCS en 1998. Voilà, c'était le sondage de référence. Et en fait, le classement du comité, voilà, ce sont 12 membres des, euh, des directeurs de fac, de départements athlétiques. Il y avait eu à une époque Condoleezza Rice. Elle occupait quoi elle, comme poste dans l'administration c'est elle était administration je me demande Bush? si elle était pas secrétaire d'État ou un truc, Si, je crois qu'elle était non, secrétaire d'État. Ouais. pas non, mais comment ils appellent ça? Ah ouais, Ah, alors elle n'était pas dans j'ai le plus le terme, cabinet. mais je me C'était pas demande si une c'était pas un truc genre conseillère. ministre de l'intérieur ou enfin l'équivalent américain du ministre de l'intérieur, je crois. Ok, bref, quoi qu'il en soit, voilà, ce sont pas des journalistes qui composent ce comité. Et ce qu'il faut toujours, je pense, le plus important, garder à l'esprit, c'est que le top 25 du comité n'est pas nécessairement le top 25 des meilleures équipes. Je m'explique. Le comité, c'est l'organisation, l'institution qui organise les playoffs. Et forcément, quand tu organises les playoffs, quand tu vas dire tu n'es pas tiers dans le processus de sélection voilà, des 4 équipes qui se qualifieront en playoffs, c'est que tu cherches en général à avoir des équipes plutôt sexy ou des équipes dont on sera certain qu'elles amèneront des gens à la télé. C'est pourquoi on se plaint maintenant depuis un bon bout de temps que des équipes, notamment sec, soient surclassées. Je pense à Alabama notamment, et ça sera peut-être le cas d'Alabama demain. Ça sera peut-être l'objet de tweets incendiaires de la communauté sur le Crimson Tide. Donc voilà. On est d'accord que sur la place de numéro 1 et numéro 2, pas de difficulté, ça sera Georgia et Michigan. On peut passer à la Ouais, suite. ouais, alors je pense pas que le comité, je pense pas que le Ils comité ne feront anticipe une pas de quelconque bizarreries, ouais. suspension contre Michigan. Je pense qu'ils vont se baser sur le sportif. Donc, je pense qu'effectivement, ils vont gagner 1-2. Ils vont garder 1-2 et c'est à partir de 3 que ça se discute. Même si pour moi, la logique, ce serait qu'il reste 4 équipes invaincues dans ton Power 5. Georgia, Michigan, Ohio State, Florida State. Hmm. Je pense qu'il y a autant d'ordre entre ces quatre-là qu'il y a de votants. Alors, la probabilité est totalement différente, mais bon, je me comprends. Euh, donc, euh, donc ouais, je pense que Ohio State et Florida State sont potentiellement interchangeables En 3 et 4, ouais. en Et 3 donc et en fait, 4. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Washington-Oregon, qui aura la 5e place entre les Huskies et les Ducks. Quel est ton avis, toi? Et Tu d'ailleurs, non, privilégies, qu'est-ce que tu non, mais privilégies? Le bah, surtout bilan que ou bah, c'est surtout que je suis un connard parce que je viens de dire qu'il y avait que 4 équipes invaincues et j'ai laissé Washington. Alors, est-ce que c'est conscient ou pas, je ne sais pas. Donc, oui, non, je mais pense, tu raison. En fait, je pense que Florida State a une meilleure fiche que Washington pour l'instant, oui, à quoique, parce Washington, que ils ont tu une peux fiche quand de même merde, hein, considérer que la victoire à Oregon est une très très grosse victoire, surtout quand tu vois le niveau d'Oregon, parce que Florida State a battu quand même LSU dans une énorme victoire. Ils sont allés battre Clemson là-bas. À ce moment-là, c'est une victoire qui avait beaucoup de valeur, et après tu gagnes toutes les autres rencontres. Euh, ouais, ça, c'est quand même des beaux arguments pour les mettre devant les Huskies. Surtout que les Huskies ont un petit peu de mal maintenant depuis 4 semaines, là, comme on en a suffisamment parlé tout à c'est ça. l'heure. Mm. Je pense que Washington, ils ont une seule équipe contre une seule victoire contre une équipe rankée et il y a le high test qui est beaucoup plus, c'est une excuse qui est beaucoup plus utilisée par le college football,
Playoff Committee que par Ouais. les votants du AP Poll. Tu as raison de Et parler d'excuses ou de prétextes, hein. voilà. Et C'est le OK. high taste pour Washington depuis un mois, il est pas folichon, folichon. Donc je pense très honnêtement, pour faire global, hein, je pense que très honnêtement sur le premier top 25, ça va globalement respecter le AP Poll parce que le AP Poll, je le trouve, Oui, c'est relativement bien cette année, je potable. trouve. Voilà, Il y a pas peut-être trop de Bama débat. en 8 qui me paraît peut-être un peu haut sur ce qu'il montre. USC encore dans le classement, je pense que de toute façon Et ils comme on sait resteront que le 24 ou 25, je voilà, pense. comme on sait que le committee, c'est pas forcément le sportif qui les intéresse le plus. Ils ont aucune raison de faire sortir, USC. Donc, je pense que ça se ressemblera plus ou moins pareil et en toute logique, ce qui nous Bah, intéresse de toute façon pour le comité, c'est le top 4 et je pense que le top 4 devrait être le même je globalement. pense que, ça sera le même top 4, donc Georgia, Michigan, Ohio State, Florida State. Par rapport à Florida State et Washington, donc la bataille pour cette 4e place, il faut pas oublier que, TCU a mangé 60 points en finale nationale l'an dernier et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, fait peur au comité. C'est le genre de match, de rencontre que tu ne veux surtout pas revivre et on peut le comprendre évidemment, c'est pas normal qu'une finale nationale, termine avec un écart aussi important. Bien que TCU, à mon sens, ait mérité sa place, ça changerait jamais d'avis. Mais, Washington a encore des matchs pour prouver qu'ils peuvent aller en playoff. Ce qui est pas forcément le cas de Florida State. Florida State a déjà affronté les équipes compliquées, hem, LSU et Clemson, je rappelle toujours à l'époque. Washington, il te reste qui? Il te reste Oregon, il te reste USC. Tu peux te permettre de mettre Washington en 5 puisqu'avec ces équipes-là, enfin, ce sont des victoires qui te permettent d'avancer dans le classement. Florida State n'a plus réellement de match pour avancer dans le classement et je pense que c'est l'argument qui fera que, voilà, Florida State sera 4e devant les Huskies et juste, tu m'as pas dit pour Washington et Oregon, donc tu penses, voilà, que le comité va Ouais, privilégier, la victoire de Washington face à Oregon, hein? c'est ça, je pense qu'ils vont voir plus le win-loss en disant un peu le même argument, c'est que, bah, si pour l'instant tu fais une logique, ce qui veut dire que Washington a battu Oregon. Donc, si jamais tu es le College Playoff Committee, tu te dis, ben, Washington est devant Oregon. Ils sont invaincus, Oregon a une défaite. Cette défaite, c'est contre Washington. C'est logique qu'ils soient dans la logique du College Football Playoff Committee, tu es forcément devant. Mais en utilisant l'argument que tu as dit, c'est que les deux équipes doivent jouer USC, Washington doit encore jouer Utah, Oregon doit encore jouer Oregon State. Donc, tu dis, tu sais très bien que tu gardes ça, mais tu sais très bien que dans ta tête, tu vas le faire évoluer au fur et à mesure des semaines, à moins que les deux équipes win out et se rencontrent en championship game, ce qui veut dire que ça changera qu'au dernier moment. Mais étant donné qu'ils publient un classement toutes les semaines, ils ont pas vraiment de, ils s'en foutent un peu. J'ai envie de te dire, hein, ils pourraient copier-coller le top 25 et le publier comme ça en disant ouais, on est relativement d'accord. Ça ferait réagir pas grand monde, quoi. Donc je les vois pas être trop, comment dire, être trop dans la controverse dès la première sortie de classement. Il y aura pas de dinguerie avec Bama parce que, c'est Texas qui sera devant Bama. Les Longhorns, les ont battus, donc il y a aucune raison de faire passer le Crimson Tide devant. Donc voilà, je pense que Texas fait office de barrière et après, voilà, je pense qu'il y a pas vraiment de raison d'avoir des polémiques. Il y en aura peut-être sur évidemment les équipes, 25, 24, 23, 22 après la 15e position parce que là, c'est toujours, les affinités de chacun, quoi. Considérer, si une équipe comme Air Force, qui est toujours invaincue, doit être plus haut qu'une équipe comme Louisville qui a une défaite, ou comme Missouri qui en a une aussi, ou comme Oregon State qui en a 2. Voilà, ça, c'est d'autres débats, mais c'est pas des débats qui rentrent en compte pour, les playoffs. Donc, pour le coup, je pense qu'il y aura pas de bêtises. Là où, ce premier classement va être très important, c'est pour les bowls du Nouvel An. Alors, avant d'en parler, je rappelle que, cette année, c'est le Rose Bowl et le Sugar Bowl qui font office de demi-finale, hein. Je rappelle que c'est un roulement, bah, jusqu'à cette année, comme il y a 6 bowls, bah, il y a 2 bowls, sur 3, enfin 2 bowls tous les 3 ans qui font office de demi-finale. Le Rose Bowl, hein, je rappelle que c'est un affrontement Big Ten Pac-12 quand c'est en bowl du Nouvel An et pas en demi-finale de playoff. Et le Sugar Bowl, c'est un affrontement Big 12 contre sec, ce qui fait qu'en fait, les 4 autres bowls, et ben sur les 4, tu n'en as que un qui oppose obligatoirement 2 membres d'une conférence. Donc l'Orange Bowl, c'est l'ACC contre une équipe de Big Ten ou de sec, mais le Fiesta Bowl, le Peach Bowl et le Cotton Bowl, ce seront que des matchs at large. Donc les meilleures équipes au dernier classement du comité. Et là, ça va être
très important parce qu'en fait, on va savoir pour, les équipes qui vont suivre la 4e place, ce qu'il faudra faire pour, gagner un bowl et là, pour aller à un de ces bowls et là, je pense tout de suite aux équipes, qui sont à la 11e place, 12e place, 13e place, 14e place, donc Ole Miss, Notre-Dame, LSU, Missouri, qui, sont actuellement pas qualifiés pour ces matchs-là, mais qui lorgnent, sur ces rencontres parce qu'on sait que devant, vu que les équipes vont encore s'affronter, vont espérer qu'il y ait des défaites et pour savoir où elles vont se retrouver. Donc voilà, ce premier classement sera vraiment intéressant pour savoir ce qu'il faudra faire pour ces équipes-là, pour s'y qualifier et ça nous donnera, on va dire, une visibilité sur, les bowls que ces équipes, pourront atteindre. Moi, je prends l'exemple de Notre-Dame, par exemple. Bon, avec une fin de saison avec Clemson, Stanford, Wake Forest, on doit espérer des défaites qui arriveront quoi qu'il arrive devant pour se qualifier au Cotton Bowl, au Peach Bowl ou au Fiesta Bowl. Et le cas échéant, si on n'y arrive pas, on irait au RollAquest Bowl, c'est l'ancien Gator Bowl, face à une équipe de SEC probablement qui serait là aujourd'hui, si on suit les classements d'aujourd'hui, Ole Miss. serait LSU par exemple. OK. Donc voilà, je sais pas si toi tu as d'autres choses à dire. Bon là, c'est très hypothétique, donc en fait, je pense pas que ça soit très intéressant. Oui, je pense Peut-être qu'on qu'on en pourra plus parlera en la semaine parler, prochaine. ouais, Mmh. plus la semaine prochaine ou peut-être glisser un mot dans le one to six, même si on a peut-être plus une contrainte de temps sur le live, mais ouais, je pense qu'on pourra plus débattre une fois que le pôle sera sorti parce que là, on extrapole et le problème, c'est que le comité arrive tellement à sortir des dingueries année après année donc je pense qu'il y a même des trucs qui vont nous sortir pour lesquels on n'est pas prêt donc on aura Bah, effectivement c'est plus bien, ça fera du de débat. matériel la semaine prochaine. On va faire un petit peu de Group of Five. Il y a eu quelque chose d'intéressantes. Alors en MAC, il y a eu que 2 matchs cette semaine en Mid-American Conference, avec notamment la victoire de Miami at Ohio qui a battu Ohio, les Bobcats. Il faut suivre, la NCAA, hein, pour tout comprendre, hein, parce que là, si vous êtes un, comme on dit, un profane, Ouais. c'est assez incompréhensible. Non, parce que voilà, dans l'Ohio, il y a une ville qui s'appelle, Miami. C'est la fac de Ben, Roethlisberger, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, hein. Mmh. Ouais, si, je crois que c'est les Redhawks. La victoire 30-16 à l'extérieur, ce qui leur permet de devenir seul leader de la conférence Est. Si je dis pas de bêtises, à la conférence Ouest, les premiers, c'est Toledo. Toledo qui jouera mardi soir, et oui, parce que mardi soir, c'est le retour de la MACtion. La MACtion, ça fait partie, c'est un petit peu le dada des fans de college football. Aide-moi à trouver l'adjectif pour définir ces On fans appelle de. ça des hipsters, hein, Ouais, des hipsters, non, des bornés. ouais, plus tous les gens qui sont un peu fous et qui sont prêts à aller se taper des matchs, perdus un mardi soir, qui est pas, mardi ou mercredi, qui ne sont vraiment pas des dates de college football habituelles. Donc effectivement, j'ai Je pas de terme, exact pour, catégoriser les fans de Maction, mais je m'inclus dans cette catégorie parce que ouais, ouais. les petits Northern Illinois, Central Michigan, sous la neige le mardi soir, tu es emmitouflé dans ta couverture la nuit. Tu sais que tu vas pas beaucoup dormir, mais au moins tu es certain d'avoir des matchs qui se terminent en 40-40, Ouais. enfin 41-40, 42-40 C'est vrai qu'en et voilà. général, la Maction, c'est un peu comme le Pac-12 After Dark. Pour ceux qui ont peut-être un peu Ah plus complètement, je pense que ça c'est de une très bonne comparaison. voilà, c'est le Pac-12 After Dark, c'est ce qu'on appelle, c'est toujours les matchs de Pac-12, donc de la côte ouest, la côte pacifique, les matchs qui commencent à 4 heures du matin à chaque fois et qui se terminent pendant les petits déjeuners en France. Il y a toujours des dingueries. Et ben la Maction, c'est la même, sauf que c'est en plein milieu de semaine, à des moments où on s'attend pas à ce qu'il y ait du football. Et ben si, et ben c'est les dingueries de la Maction, donc voilà. Mardi soir, ça sera Northern Illinois, Central Michigan et Buffalo à Toledo. Et mercredi soir, Ball State à Bowling Green et Kent State Aquan. Alors Kent State Aquan, c'est un bon match de merde. Les deux équipes sont à une victoire et 7 défaites, donc celui-là, je vous le déconseille plutôt. À moins que vous vouliez découvrir les bienfaits d'une Maction, je pense que ça sera plus intéressant la semaine prochaine. Enfin, je dis ça, j'ai même pas regardé le calendrier de la Mac pour être honnête. Si vous voulez bien attendre 5 secondes, je vais le faire maintenant. Parce que la Mac est quand même, mine de rien, assez intéressante cette année. Je trouve qu'il y a des belles équipes. Bah, on parlait là de Miami at Ohio et des Bobcats d'Ohio. Voilà, c'est une conférence qui faut vraiment la suivre pour la trouver intéressante. Mais la semaine prochaine, par exemple, il y aura un Ohio Buffalo.
Ouais, non, il y aura pas de super match la semaine prochaine. Non, pas du tout même. Peut-être un Eastern Michigan Toledo. Faudra peut-être attendre la week 12, où là, ça sera mieux. Non, même pas. Ouais, on n'a pas eu de chance cette année. Ouais. Pas de match entre Cador de Max, c'est un peu dommage. Euh, voilà, pas de Toledo, Ohio par exemple. Bref, en Mountain West, il y a eu Air Force Colorado. Air Force qui est toujours invaincu. Là, ils étaient 19e à l'Ibipol et je crois qu'ils sont montés 17e, si tu peux me le confirmer, Kevin, s'il te plaît. Ils sont 17e. 17e, victoire 30-13, donc Air Force toujours invaincu. Mais il y a eu la belle image de la semaine, c'est les boules de neige. Alors ça arrive tous les Ouais. ans. C'est la section étudiante de Colorado State qui a coûté à son équipe, les Rams, une pénalité de 15 yards pour avoir lancé des boules de neige vers les joueurs d'Air Force. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que forcément l'arbitre lance le flag, se place main sur les hanches, en train de parler à la section étudiante de Colorado State et de dire bon, est-ce que vous pouvez arrêter de lancer des boules de neige sur le terrain. Ça, c'était une image hyper marrante, je trouve. Et d'ailleurs, je sais pas si tu avais l'image, mais les organisateurs les ont carrément fait reculer. Ils Ouais, les ont mis, je crois ils ont libéré les 15 premiers rangs. Donc les ils 15 ont, premiers rangs. Ouais. c'est ça, ils étaient au rang 16 pour éviter les jets de boules de neige. Donc soit ça s'est calmé parce que 15 yards en général, ça fait relativement chier. Et donc voilà. Soit ils ont des gars qui avaient des gros bras et qui voulaient peut-être une place en QB dans l'équipe et qui ont essayé de se faire remarquer. Mais non, je pense que ça s'est calmé après. Donc, mais effectivement, c'est toujours l'image assez cocasse de voir le lancer de boule de neige. Et c'était, je crois, ouais, le premier match de l'année avec de la neige. Ouais, dans le Ça- Colorado, il y a eu beaucoup là. ouais. C'est toujours des belles images et je pense que le meilleur stade sous la neige, c'est celui de Wyoming à Laramie. C'est toujours des visuellement hyper joli. Alors certes, c'est pas du football incroyable. Ça court beaucoup. Enfin, quoique, on peut aimer le foot à la course. Hein, je dis ça, c'est aussi très très bien. Mais ça arrivera les prochaines semaines. Et ça, pour le coup, si vous pouvez, on tweet beaucoup moins cette année, mais vous pouvez compter sur moi pour vous tweeter les matchs de Mountain West ou de Mid-American Conference sous la neige. Comptez sur moi. Chez les autres classés du groupe of 5, deux victoires au cordeau. Tulane a battu Rice 30-28, un Tulane qui était classé 22e à l'A People, avec un dernier drive qui a duré 8 minutes. Parce qu'en fait, Rice était revenu au score avec 3 touchdowns en 3 possessions. Donc, le coach Willie Fritz de la Green Wave a sorti les grands moyens voilà, pour faire gagner son équipe et rester dans la course au bowl du Nouvel An. Je rappelle, hein, une équipe du groupe of 5 a une place quasi attribuée pour un bowl du Nouvel An. Et James Madison, 25e à l'A People, a battu Old Dominion sur le score de 30-27. Et avec encore une défense très hyper importante, on va dire, à la fin du match. Et ça me permet de parler d'un joueur, un defensive end qui s'appelle Jalen Green. Ses Ouais. stats en 2023, c'est 46 plaquages, 21 plaquages pour perte, 15,5 sacs, une interception, 2 fumbles forcés et un touchdown. Et évidemment, il est on the pace, comme disent les Américains, pour dépasser euh, les, euh, les 20 sacs. Et en fait, même avec un Will Anderson, il y a maintenant 3 ans, il faut remonter à 2005 pour voir un joueur atteindre les 20 sacs. Et c'était un joueur de Louisville. Bon, là, je vais pas faire le hipster à te dire, tu savais qui c'était, Kevin. En général, quand je vous pose des questions, vous le savez. Enfin, vous avez des idées, vous le trouvez, ou alors parfois vous échouez de peu. C'était Elvis Dumerville. Alors, je Ah sais oui, pas Elvis s'il a Dumervil. il a une Et carrière NFL. Elvis Dumervil, bah tiens, on Je sais parlait du pas, Colorado, il a joué à je suis pas Playground trop, moi. Defensive End de Denver. Ok. Ah Très bah, très honte grande à moi carrière. alors. Et à Cool. l'époque je crois que leur Super Bowl avec Peyton Manning, c'était lui qui était à l'opposé de DeMarcus Ware chez les Broncos. Voilà, bah, Elvis Dumerville est le dernier joueur en NCAA à avoir dépassé les 20 sacs. Alors là, j'ai les noms sous les yeux. L'an dernier, c'était Tuli Tuipulotu à USC 13,5. En 2021, Will Anderson à 17,5. En 2019, Chase Young à 16,5. Harold Landry à 16,5, hein, qui était à Boston College en 2016.
Marcus Smith aussi à Louisville en 2013. Enfin bref, Von Miller à Texas A&M en 2019 avec 17 sacks, Jerry Hughes à TCU en 2008 avec 15 sacks. Ça, j'aime bien en fait tomber sur ce genre de performance parce que en fait, ça permet de redécouvrir des joueurs d'il y a 15-20 ans que nous, on connaît plus par la NFL parce que Mmh. forcément, je pense qu'on est tous arrivés en college football un peu plus tard. Moi, toi, par exemple, c'est à la fin des années 2010, donc vers 2018-2019 que je me suis intéressé à la NCAA. Peut-être que toi, c'est avant, je t'ai jamais posé la question d'ailleurs. Tu t'es intéressé à Ouais, la NCAA avant? plus ou moins en même temps les 2 en fait. Donc Ah ok, bah bon, pour le coup, t'es une exception, mais pour le podcast en général, ça marche plutôt comme ça pour les autres. Et voilà, je trouve ça cool. C'est comme aussi, tu sais, redescendre, regarder les vieilles classes sur 247. ouais, 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 quand tu Quand vois tu les classes sorti de Seven recrutement, Sport, ouais, ouais. tu descends là, 75e receveur, et là tu fais ah putain, c'est un All Pro en NFL. Ah, il a joué dans cette fac au fin fond du Colorado. Ça permet toujours de découvrir plein de trucs et ouais, je trouve ça hyper cool. Bref, en revanche, Liberty, mais ça c'était dans la nuit de jeudi à vendredi, est toujours invaincu, hein, bilan de 8-0 en battant Western Kentucky 42-29. Je te propose qu'on passe pour terminer ce débrief sur les MVP de la semaine. Ouais. Si tu me permets, moi je pense mettre en MVP offensif Hens King, qui là, termine à 287 yards et 4 touchdowns à la passe, 80 yards et 1 touchdown à la course, dont un dernier drive qui a été très important, ce qui fait qu'il a été clutch en plus d'avoir sorti ses statistiques. Euh, Victoire en upset, voilà, je pense que c'est un prix qui lui revient assez justement. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai hésité. Moi, tu sais que pour le MVP, j'aime bien un mec qui fait gagner son équipe. Donc j'avais Ouais, Chandler, et puis j'aime bien les mecs des petites équipes qui performent. Donc j'avais Chandler Rogers, le quarterback de North Texas. North Texas qui a une putain d'offense cette saison, hein. ouais. Ils perdent malheureusement 45-42 contre Memphis. Mhm. Mais voilà. C'est 32 passes complétées sur 49, 411 yards, 5 TD, 0 inter. Donc beau match de sa part, mais non, ce sera pas ça pour moi. J'avais un nom qui m'a forcément intercepté les yeux, c'est Frank Gore, junior de Southern Mississippi. Il Le a fils encore joué de, QB ou pas? je, je sais pas, j'ai que ses stats à la course, mais quand même 24 portées, 247 yards, donc 10,3 yards par course avec 2 TD, c'est énorme. Mais ils ont perdu contre Appalachian State. Donc du coup, je vais dire Joshua Cephus, le receveur de UTSA, Texas à San Antonio. 183 yards et 1 TD en seulement 4 réceptions. Donc voilà, ce sera lui mon. Et puis c'est un receveur que j'aime bien en plus. Donc mon Putain, MVP, ce moi sera je Joshua l'ai Cephus. drop de ma fantasy il y a quelques semaines en plus. Ah bah 45 yards par réception, c'est pas mal. Ouais. En défense, je vais être honnête avec toi, en fait, je fais peu de recherches sur la défense, Pareil. mais par rapport à ce qu'on vient de dire, allez, Jalen Green qui termine à 2,5 sacs contre Old Dominion et pour l'ensemble de son œuvre, et j'espère qu'il dépassera cette barre des 20 sacs. Voilà, il contribue à mettre encore plus de lumière sur un programme qu'il mérite, les Ouais. Dukes de James Madison. Et bah, pour moi, je vais faire mon homer parce que ça fait longtemps. Donc je vais dire Tyshim Johnson, le safety d'Oregon qui fait 2 interceptions contre Utah. On lui chie un peu Ah, dessus depuis quelques ah oui, temps. il vient Euh, de Ole Miss, lui, Ole non? Miss, c'est le transfert d'Ole Miss, ouais. Ah oui, parce que oui, Il, ok. Et Treshon Holden, c'est Alabama, c'est ça? Sean Holden, c'est Alabama. En fait, il y a deux. Et le corner Kyrie Jackson aussi, c'est Alabama. Mais ouais, Taishim, ça fait un petit bout de temps qu'il se fait un peu exposer à la passe. Et là, il fait un énorme match en coverage. Il fait 2 interceptions. Et voilà, c'était le petit moyen Mm. de mettre la lumière sur ce joueur que j'aime bien. Et puis de passer un petit coucou à Val aussi au passage. Et merci pour les travaux avec Taishim. Bref, sur ces belles paroles, nous on vous dit, allez, on vous dit samedi prochain Ah, pour ça, le One à to samedi. Six et Ouais, à mardi prochain dans une grosse semaine pour l'épisode débrief de la week 10 de Collège Football. Salut Kevin. salut, salut. Et voilà, salut à tous et on vous souhaite de bien réagir au classement du comité et de regarder la Maction mardi soir et mercredi soir. Salut tout le monde. Salut, salut.